La lumière du matin filtrait à travers les stores de mon appartement de Montreuil. Poussière dansant dans les rayons. Silence, toujours ce silence. Il y a 1 an, j'aurais entendu le bruit de la cafetière. Ses pas dans le couloir. Sa voix me demandant si j'avais vu son téléphone. Maintenant, rien. Juste le bourdonnement lointain de la ville qui se réveille. Je fixais le plafond depuis combien de temps? 1 heure? 2? Le réveil marquait 6h47. Encore 13 minutes avant que l'alarme ne sonne. Je l'ai éteinte. Inutile. Le sommeil était devenu un luxe que je ne m'accordais plus vraiment. En me levant, mon pied a heurté quelque chose sous le lit. Une boîte. Cette boîte. Celle que j'avais rangée là il y a des mois, jurant de ne plus jamais l'ouvrir. Carton brun, coin écorné, scotch jauni. À l'intérieur, des photos, des lettres, une clé USB. Les vestiges d'une vie d'avant. Je l'ai repoussé du pied. Pas aujourd'hui. La salle de bain. Le miroir me renvoyait un visage que je reconnaissais à peine. Plus anguleux, plus dur. Les cernes s'étaient installées définitivement sous mes yeux. J'ai fait couler l'eau froide, plongé mon visage dedans. Le choc thermique. Une façon de se sentir vivant. Au bureau, Paul m'a salué avec son habituel hochement de tête. 3 mois qu'on travaillait ensemble sur le nouveau chantier de la Défense. Un type bien, Paul. Il ne posait jamais de questions. Il avait compris que certains silences valaient mieux que 1000 mots. Café? Il a proposé vers 10h. Ouais, on est descendu à la machine automatique du hall. Le café était infect, mais c'était devenu un rituel. Lui fumait sa cigarette dehors, pendant que je restais à l'intérieur avec mon gobelet en carton qui brûlait les doigts. T'as l'air crevé, il a dit en revenant. L'odeur du tabac froid accroché à sa veste. Mal dormi. Encore? J'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que chaque nuit, je me réveillais en sursaut, le cœur battant, avec l'image d'elle sur lui gravée derrière les paupières. Que certains matins, j'ouvrais les yeux en cherchant automatiquement sa présence à côté de moi avant de me souvenir. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message, numéro inconnu. Mon pouce est accéléré. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Depuis des mois, j'avais bloqué tous les contacts de mon ancienne vie. Changé de numéro, disparu des réseaux sociaux. Comment quelqu'un avait-il eu ce nouveau numéro? J'ai cliqué. Thomas, c'est Marc. Ne supprime pas ce message s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Vraiment urgent. Ma main s'est mise à trembler, légèrement. Juste assez pour que je doive poser le gobelet de café sur la table à côté de moi. Marc. 12 mois. 12 mois que je n'avais pas entendu ce nom, pas vu ce visage, pas pensé à cette voix. Enfin, c'était faux. J'y pensais, tous les jours. Mais j'avais appris à compartimenter, à ranger cette douleur dans un coin de ma tête où elle ne pouvait plus me paralyser. Ça va? Paul me regardait bizarrement. Ouais? Un truc du boulot. Mensonge. Mais c'était plus simple. J'ai remonté au bureau. Mes doigts pianotaient sur le clavier sans vraiment taper quoi que ce soit. Le curseur clignotait sur l'écran. Les plans d'architecture devant moi n'avaient plus aucun sens. Les chiffres, les mesures, les calculs de charge, tout était devenu du bruit blanc. C'est urgent, vraiment urgent. Qu'est-ce qui pouvait être urgent après 1 an de silence total, après ce qu'il m'avait fait? Un autre message est arrivé. Même numéro. Je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Mais Sophie a des problèmes. De gros problèmes. Elle a besoin d'aide. S'il te plaît, Thomas, je ne saurais pas vers qui d'autre me tourner. Sophie a des problèmes. Ma gorge s'est serrée. Cette sensation familière, comme un poing qui se referme lentement autour de la trachée. J'ai desserré ma cravate. L'air me manquait soudain. Sophie, 7 ans de ma vie. 7 ans à construire quelque chose que je croyais solide, indestructible. Et en une soirée, tout s'était effondré. Comme un château de cartes. Non, pire. Au moins, quand un château de cartes tombe, on voit venir le courant d'air. Moi, je n'avais rien vu. J'ai regardé l'heure. 14h23. Encore 3 heures avant de pouvoir partir. 3 heures à fixer cet écran en faisant semblant de travailler alors que mon cerveau tournait en boucle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir comme problème? Et pourquoi Marc me contactait moi? Ils étaient ensemble, non? C'était pas ça qu'elle voulait? Lui, au lieu de moi? Une partie de moi, la partie mauvaise, celle que je n'aimais pas reconnaître, se réjouissait presque. Alors comme ça, le bonheur parfait avait des failles. Leur grande histoire d'amour n'était pas le conte de fées qu'ils avaient vendu, mais une autre partie, plus profonde,
celle que je ne pouvais pas éteindre même après tout ce temps, s'inquiétait. Malgré tout, malgré la trahison, malgré les nuits blanches, malgré les mois à me reconstruire pierre par pierre, j'ai supprimé les messages. Puis, j'ai vidé la corbeille. Voilà, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais mon cœur battait toujours trop vite, et mes mains tremblaient toujours. À 17h30, j'ai quitté le bureau. D'habitude, je restais jusqu'à 19h, parfois 20h. Pas envie de rentrer trop tôt dans cet appartement vide. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de bouger, de marcher, de ne pas rester assis face à mes pensées. J'ai pris le métro ligne 9 jusqu'à Mairie de Montreuil, puis j'ai marché, sans destination précise. Juste marcher. Gauche, droite, gauche, droite. Le bruit de mes chaussures sur le trottoir. Un rythme hypnotique. Les rues de Montreuil à cette heure-là, mélange de gens qui rentrent du travail, de gamins qui traînent devant les immeubles, de vieux qui promènent leurs chiens. La vie normale, celle que je n'arrivais plus à vivre vraiment. Mon téléphone a vibré encore. J'ai sursauté. Littéralement. Un type à côté de moi m'a regardé d'un air inquiet. J'ai sorti le téléphone de ma poche. Mon pouce hésitait au-dessus de l'écran. Encore Marc? Ou quelqu'un d'autre? Non, ma mère. Tu dis un dîner dimanche? J'ai soupiré. Un soupir de soulagement et de déception mélangée. Qu'est-ce que j'attendais au juste? Oui. Vers midi? Parfait. Ton père fait une blanquette. Bisous mon grand. Mon grand. J'avais 34 ans, mais pour elle, je resterai toujours son grand. Ça me faisait du bien, ces petites choses. Ces ancrages dans une réalité stable. Je suis rentré chez moi vers 19h. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Lit défait. Tasse de café vide sur le comptoir de la cuisine. Courrier non ouvert sur la table. Depuis 1 an, j'avais pris l'habitude de vivre dans une forme de chaos contrôlé. Rien de sale, mais rien de vraiment rangé non plus. Juste en suspens. J'ai ouvert le frigo. Yaourt périmé. Reste de pâtes d'il y a 3 jours. Une bière. J'ai pris la bière. Pas faim de toute façon. Assis sur le canapé, j'ai allumé la télé. Journal de 20h. Guerre quelque part. Crise économique. Scandale politique. Le monde continuait de tourner. Les gens continuaient de vivre, de mourir, de se battre. Et moi j'étais là, dans ce 2 pièces, à ressasser une histoire vieille d'1 an. Pathétique. Mon téléphone a vibré encore une fois. Cette fois, mon cœur a fait un bond si violent que j'ai eu mal à la poitrine. Marc, encore, je t'en supplie, réponds-moi, même si c'est pour me dire d'aller me faire foutre. Mais réponds. Sophie est à l'hôpital. Elle a essayé de s'il te plaît. Le message s'arrêtait là, inachevé, comme si Marc n'avait pas pu terminer sa phrase. Elle a essayé de quoi? Mon cerveau a complété la phrase avant même que je le veuille. Elle a essayé de se suicider. Non, 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 non. Mes mains tremblaient maintenant pour de vrai. La bière est tombée par terre. Le liquide s'est répandu sur le parquet. Je ne l'ai même pas ramassé. Sophie, à l'hôpital, suicide. Ces 3 mots ne pouvaient pas coexister dans la même réalité que la mienne. Sophie, c'était la vie. C'était le rire. C'était l'énergie. Même quand elle m'avait brisé le cœur, même quand elle m'avait trahi, je l'avais toujours vue comme quelqu'un de fort, de vivant. J'ai regardé le message pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Les lettres devenaient floues. Ma vision se brouillait. Mes doigts ont commencé à tâter une réponse. Puis se sont arrêtés. Puis ont recommencé. Puis se sont encore arrêtés. Qu'est-ce que je devais faire? La partie rationnelle de mon cerveau me hurlait de ne pas répondre. De bloquer ce numéro. De continuer ma vie. Elle m'avait quitté. Elle avait fait son choix. Ce n'était plus mon problème. Mais l'autre partie, cette partie que je détestais, cette partie qui se souvenait encore de son rire, de la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait, de ses cheveux qui sentaient la vanille. Cette partie-là me disait qu'elle avait peut-être besoin de moi. J'ai fini par taper « Quel hôpital ?» 3 secondes plus tard, la réponse est arrivée. Pitié, salpêtrière. Service psychiatrie, L Est, chambre 412. Merci Thomas. Merci. Merci. J'ai fixé le message pendant 10 minutes. Peut-être plus. Le temps n'avait plus vraiment de sens. Puis, je me suis levé. J'ai attrapé ma veste, mes clés, et je suis sorti. Le trajet en métro jusqu'à l'hôpital était un brouillard. Ligne 9, changement à République, puis ligne 5 jusqu'à gare d'Austerlitz, puis marche automatique.
Le corps savait où aller même si l'esprit était ailleurs. L'hôpital de nuit. Néon blanc. Odeur de désinfectant. Couloir interminable. J'ai demandé à l'accueil. La dame derrière le comptoir m'a regardé avec ce mélange de compassion et de distance professionnelle que doivent apprendre tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Vous êtes de la famille? Oui, son mari. Mensonge, ex-mari. Mais c'était plus simple. Elle est, 3e étage, suivez les panneaux bleus. J'ai suivi les panneaux bleus. Mes chaussures couinaient sur le lino. Chaque pas résonnait dans le couloir vide. Il était 21 heures passées. Les heures de visite étaient normalement terminées. Mais personne ne m'a arrêté. Chambre 410, 411, 412. Je me suis arrêté devant la porte. Ma main sur la poignée, froide, métallique. Qu'est-ce que j'allais trouver de l'autre côté? Est-ce que j'étais prêt à voir ça? J'ai respiré profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai poussé la porte. La chambre était plongée dans la pénombre. Juste une petite lumière au-dessus du lit. Marc était là, assis sur une chaise en plastique inconfortable à côté du lit. Il a levé les yeux en m'entendant entrer. Il avait vieilli, beaucoup. En 1 an, il avait pris 10 ans. Cheveux gris sur les tempes, cernes profonds, barbe de plusieurs jours, chemise froissée. Thomas. Sa voix était un murmure cassé. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur le lit. Sur elle, Sophie, elle dormait. Ou était inconsciente. Je ne savais pas. Perfusion dans le bras gauche. Bandage au poignet. Ses cheveux étalés sur l'oreiller blanc. Son visage était tellement pâle, comme si tout le sang avait été drainé de son corps. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte. Elle a pris des cachets, Marc a dit doucement. Hier soir, j'étais sorti pour le boulot. Quand je suis rentré, elle était par terre dans la salle de bain. J'ai appelé le SAMU. Ils ont dit que si j'étais rentré 1 heure plus tard. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Pourquoi? J'ai demandé. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, lointaine. Marc a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées. Je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Mais c'est compliqué. Compliqué. Ce mot. Ce putain de mot. Elle va s'en sortir? J'ai demandé. Oui. Physiquement, oui. Mais mentalement? Les médecins ont dit qu'elle faisait une dépression sévère. Depuis des mois apparemment. Je n'avais pas vu. Je n'avais rien vu. Il a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu chez Marc. De la terreur. Pure. Absolue. Thomas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus comment l'aider. Elle ne me parle plus vraiment. Elle pleure tout le temps. Elle ne dort plus. Elle ne mange presque plus. Et maintenant ça. Sa voix s'est brisée. Marc, mon ancien meilleur ami. L'homme qui avait tout détruit. Il était là, devant moi, en train de pleurer. Je suis resté silencieux. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Qu'est-ce que j'étais censé ressentir? Pourquoi moi? J'ai fini par demander. Pourquoi tu m'as contacté moi? Marc a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Un geste maladroit, presque enfantin. Parce qu'elle t'appelle dans son sommeil. Elle répète ton nom. Thomas, Thomas, encore et encore. Comme si tu étais la seule personne qui pouvait la sauver. Un coup de poing dans le ventre aurait fait moins mal. Elle m'appelait. Après tout ce temps, après ce qu'elle m'avait fait, elle m'appelait. Je sais que j'ai aucun droit de te demander ça. Marc a continué. La voix tremblante. Aucun. Après ce qu'on t'a fait. Après, mais je ne sais plus quoi faire. Les médecins ont dit qu'elle refuse de parler. Qu'elle reste des heures à fixer le mur. Que quand il lui pose des questions, elle ne répond pas. Mais ton nom, elle le dit. Je me suis approché lentement du lit. Chaque pas demandait un effort surhumain. Mes jambes pesaient des tonnes. De près, elle était encore plus fragile qu'elle ne le semblait de loin. Ses joues creuses, ses lèvres gercées, les bandages blancs aux poignets qui contrastaient violemment avec sa peau pâle. C'était Sophie. Et ce n'était pas Sophie. La femme que j'avais aimée était pleine de vie, de projets, d'ambition. Cette personne dans le lit ressemblait à une coquille vide. Comme si quelqu'un avait aspiré tout ce qui la rendait elle. « Tu peux me laisser seule avec elle ?» j'ai demandé, sans quitter Sophie des yeux. Marc a hésité. Je sens regard sur moi. Incertain. « S'il te plaît », j'ai ajouté. « D'accord, je vais chercher un café. Je reviens dans 20 minutes. » La porte s'est refermée doucement derrière lui. Silence, juste le bip régulier du moniteur cardiaque, le sifflement léger de la ventilation. Et ma respiration, trop forte,
Trop rapide. Je me suis assis sur la chaise que Marc venait de quitter. Encore chaude. Sophie. J'ai murmuré. Rien. Elle ne bougeait pas. Ses paupières fermées. Sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait doucement. C'est moi, Thomas. Toujours rien. Hésitant. Mes doigts ont effleuré les siens. Froid. Tellement froid. Et soudain, sans prévenir, les larmes sont venues. Elles ont coulé sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Toute la douleur, toute la colère, toute la confusion de cette dernière année, tout est sorti d'un coup. J'ai pleuré. Silencieusement d'abord, puis avec des sanglots qui me secouaient le corps entier. Je pleurais pour nous, pour ce qu'on avait été, pour ce qu'on ne serait plus jamais. Je pleurais pour elle, pour cette femme que j'avais aimée plus que tout au monde, réduite à ça. Je pleurais pour moi, pour l'homme que j'étais devenu, celui qui avait passé 1 an à essayer de l'oublier et qui, en la voyant comme ça, réalisait qu'il ne l'avait jamais vraiment fait. « Pourquoi ?» j'ai chuchoté. « Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu m'as quitté si c'était pour finir comme ça ?» Ma tête est tombée sur le bord du lit. J'ai serré sa main dans la mienne. Et je suis resté là, perdu dans un océan de douleur que je croyais avoir traversé. Thomas, la voix était si faible que j'ai cru l'avoir imaginée. J'ai relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient ouverts, ses yeux verts que je connaissais par cœur. Mais quelque chose en eux avait changé. La lumière avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sombre, de plus profond. « Sophie, tu es réveillée. Tu es venue, » elle a dit. Pas une question, une constatation, comme si elle savait que je viendrais. Marc m'a appelé. Un sourire triste a effleuré ses lèvres. Ou peut-être une grimace, difficile à dire. Marc, elle a répété, comme si le nom lui laissait un goût amer dans la bouche. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as fait ça ? Elle a fermé les yeux. Une larme a glissé sur sa tempe, se perdant dans ses cheveux. Je suis fatigué, Thomas. Tellement fatigué. Fatigué de quoi ? De tout. De mentir, de faire semblant, de vivre dans cette erreur. Mon cœur s'est accéléré. Quelle erreur ? Elle a rouvert les yeux, m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette chambre. Partir, te quitter, choisir Marc. Tout ça, une énorme, terrible, irréversible erreur. Le temps s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds de sens, lourds de conséquences. Je ne comprends pas, j'ai dit, même si une partie de moi comprenait parfaitement. Au début, c'était excitant, tu sais. Elle a continué, la voix monocorde, comme si elle récitait une histoire qui ne la concernait plus vraiment. Le frisson de l'interdit, les mensonges, les regards volés, l'adrénaline, c'était grisant. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque mot était un coup de couteau. Mais après, quand tu es parti, quand tout le monde nous a jugés, quand on s'est retrouvés ensemble pour de vrai, c'est devenu différent. La réalité a remplacé le fantasme. Et la réalité, Thomas, la réalité était que j'avais tout détruit pour quelque chose qui n'était qu'une illusion. Tu aimais Marc, j'ai dit. Plus une accusation qu'une affirmation. Je croyais, ou peut-être que j'aimais l'idée de Marc, l'idée de quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'était pas toi. Et maintenant, elle a ri. Un rire sans joie. Un son creux qui m'a glacé le sang. Maintenant, je réalise que ce n'est pas toi que je voulais fuir. C'est moi, mes propres torts, mon incapacité à apprécier ce que j'avais. Et j'ai tout gâché, j'ai détruit l'homme que j'aimais vraiment. J'ai détruit notre vie. Et pourquoi ? Pour me réveiller chaque matin à côté de quelqu'un et réaliser que ce n'est pas la bonne personne. Je me suis levé brusquement. La chaise a raclé le sol. Un bruit violent dans le silence de la chambre. Non, non Sophie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me dire ça maintenant. Pas après 1 an, pas après. Après quoi ? Après avoir essayé de me tuer ? Sa voix était soudain plus forte, plus claire. C'est justement pour ça que je peux te le dire. Parce que j'ai touché le fond. Parce que j'ai plus rien à perdre. Parce que je ne supporte plus de porter ce poids. Prosodie. Quel poids ? Le poids de savoir que j'ai détruit ma vie et la tienne pour rien. Que chaque jour que je passe avec Marc est un mensonge. Qu'il me regarde avec ses yeux pleins d'amour et que tout ce que je ressens, c'est rien, du vide, parfois même du dégoût. Pour lui, pour moi, pour ce qu'on est devenu. La porte s'est ouverte.
Marc est entré avec 2 gobelets de café. Il a vu Sophie réveillée et son visage s'est illuminé. « Sophie, tu es réveillée? Comment tu te sens? Tu as besoin de quelque chose? Je vais appeler l'infirmière. Attends. » « Marc, arrête !» La voix de Sophie était froide, distante. Marc s'est figé, les gobelets dans les mains, l'air perdu. « Sophie ?» il a demandé, incertain. Elle a tourné la tête vers lui. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. De l'indifférence, pure, totale. « Tu peux partir, j'ai besoin de parler à Thomas, seul. »« Mais je suis ton copain. Je suis là pour toi. On va traverser ça ensemble, d'accord ? Marc. » J'ai parlé pour la première fois depuis son retour. Elle a besoin d'espace. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux la même terreur que tout à l'heure, mais mélangée maintenant avec autre chose. De la jalousie, de la compréhension. Très bien, il a fini par dire. Je serai dans le couloir si tu as besoin. Il a posé les cafés sur la table de chevet et est sorti. La porte s'est refermée avec un clic définitif. Tu es dur avec lui, j'ai dit. Il mérite pire. Pourquoi tu restes avec lui alors ? Sophie a fermé les yeux. Un long silence. La culpabilité, la honte. Le fait que je ne peux pas admettre à tout le monde que j'ai eu tort, que j'ai détruit 2 vies pour rien. C'est plus facile de continuer à faire semblant, de sourire quand il faut sourire, de dire que oui, on est heureux, de poster des photos sur Instagram qui montrent notre belle vie. Mais à l'intérieur, je meurs un peu plus chaque jour. Alors pourquoi tu as essayé de me suicider ? Elle a ouvert les yeux. Parce que c'est devenu insupportable. Parce que hier soir, Marc m'a demandé de l'épouser. Le monde a basculé. Quoi ? Il a sorti une bague, un genou à terre, tout le cirque, dans le restaurant où on avait eu notre premier rendez-vous officiel après ton départ. Il avait l'air tellement heureux, tellement sûr que j'allais dire oui. Et moi, j'ai regardé cette bague et j'ai réalisé que si je disais oui, c'était fini, que je m'enfermais pour de bon dans cette prison que j'avais construite moi-même. Tu as dit quoi ? J'ai dit oui, parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre, parce que j'étais lâche. Et puis on est rentré à la maison. Il est parti pour un rendez-vous client de dernière minute, et moi, je me suis retrouvé seul avec cette bague au doigt et la certitude que je ne pourrais jamais faire ça. Jamais. Elle a levé sa main gauche. Pas de bague, juste les bandages. Je l'ai enlevée avant de prendre les cachets. Je ne voulais pas mourir en la portant. Mon cerveau essayait de traiter toutes ces informations. C'était trop d'émotions, trop de révélations, trop de douleur. Sophie, pourquoi tu me racontes tout ça ? Parce que tu mérites de savoir, parce que je t'ai détruit sans explication, parce que tu as passé 1 an à te demander ce que tu avais fait de mal alors que tu n'as rien fait. C'était moi. Tout était moi. Tu penses que ça change quelque chose ? Tu penses que savoir que tu regrettes efface ce que j'ai vécu ? Les nuits blanches ? La dépression ? Le fait que j'ai dû tout reconstruire de zéro ? Non, je sais que rien n'efface ça. Mais je voulais que tu saches la vérité. Que ce n'était pas ta faute. Que tu es mieux sans moi. Que tu mérites quelqu'un qui… Arrête. J'ai levé la main. Arrête avec ces conneries. Tu ne fais pas ça pour moi. Tu fais ça pour toi. Pour alléger ta conscience. Pour te sentir moins coupable. Elle n'a rien dit. Parce que c'était vrai. J'ai fait les 100 pas dans la petite chambre. Mes pensées tournaient dans tous les sens. Une partie de moi voulait sortir et ne jamais revenir. Une autre voulait la secouer et lui crier dessus. Une troisième, celle que je détestais le plus, voulait la prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sophie ? Pourquoi Marc m'a fait venir ? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé de t'appeler. Tu as dit mon nom. Dans ton sommeil. Elle a eu l'air surprise. Tout résignée. Je rêve de toi. Toutes les nuits. De notre vie d'avant. De ce qu'on aurait pu avoir si je n'avais pas tout gâché. Un coup à la porte nous a interrompus. Une infirmière est entrée, professionnelle et efficace. Désolé, mais il faut que je vérifie les constantes et change la perfusion. Vous pouvez rester, mais ne la fatiguez pas trop, d'accord ? J'ai hoché la tête. L'infirmière a fait son travail en silence, prenant des notes sur une tablette. Puis elle est repartie avec un « Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Thomas. Sophie a dit après que la porte se soit refermée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de comprendre. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Marc croire que c'est de sa faute. Il ne mérite pas ça. Tu te fous de moi ? Il t'a trahi. Oui, on t'a trahi. Mais c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. C'est moi qui ai insisté. C'est moi qui ai fait le premier pas. Il a résisté au début, tu sais. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas te faire ça. Que tu étais son frère. Mais j'ai insisté.
Encore et encore, jusqu'à ce qu'il craque. Je ne voulais pas entendre ça. Je ne voulais pas savoir que Marc avait eu des scrupules. C'était plus facile de le haïr complètement. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tôt ou tard, tu vas devoir décider. Continuer à vivre avec cette haine ou essayer de passer à autre chose. Et je ne veux pas que tu prennes ta décision sur des bases fausses. Mon téléphone a vibré. Ma mère. Tu es où, mon grand? Tu réponds pas? J'avais complètement oublié de la prévenir que je ne rentrerai pas directement. Tout va bien. Je te rappelle demain. Bisous. Tu dois y aller? Sophie a demandé. Oui, il est tard. Et toi, tu dois te reposer. Tu vas revenir? J'ai hésité, longtemps. Elle attendait ma réponse, ses yeux verts fixés sur moi, avec une intensité presque douloureuse. Je ne sais pas. D'accord. Je me suis dirigé vers la porte. Ma main sur la poignée, encore cette poignée froide. Thomas? Je me suis retourné. Merci d'être venu. Même si tu me détestes. Même après tout. Merci. Je n'ai rien répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je suis sorti. Marc était là, assis sur un des sièges en plastique du couloir, tête entre les mains. Il a levé les yeux en m'entendant. Comment elle va? Physiquement, elle survivra. Mentalement, je ne sais pas. Marc s'est levé. Thomas, écoute. Je sais que je n'ai aucun droit de... Tu as raison, tu n'as aucun droit. Mais il faut que tu saches que je... Que tu regrettes? Que c'était pas prévu? Que les sentiments c'est compliqué? J'ai ri, un rire amer. Épargne-moi, je l'aime, il a dit. Fort, clair, comme une déclaration. Ou une défense. Tu l'aimes? Tu aimes une femme qui vient d'essayer de se suicider, plutôt que d'accepter de t'épouser? Tu aimes une femme qui rêve de son ex chaque nuit? Tu aimes une femme qui vient de me dire que rester avec toi est une prison? Le visage de Marc est devenu blanc. Elle a dit ça? Et bien plus, il s'est affaissé contre le mur. Littéralement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Mon Dieu, je ne savais pas, je pensais qu'on était heureux, que c'était juste une mauvaise passe, que les choses allaient s'arranger. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai ressenti quelque chose pour lui qui n'était pas de la haine pure. De la pitié? De la compassion? Je ne savais pas exactement. Marc, pose-toi la vraie question. Tu l'aimes, elle? Ou tu aimes l'idée d'avoir gagné? D'avoir été choisi? Il m'a regardé, les yeux rouges. Les deux peut-être, je ne sais plus. Au début, oui, c'était intense, passionné. Mais après c'était surtout compliqué. Elle était distante, froide parfois. Elle pleurait sans raison. Elle ne voulait plus qu'on sorte avec nos amis. Elle passait des heures à regarder son téléphone sans rien faire. J'essayais de la rendre heureuse, mais rien ne marchait. Et je me disais que c'était ma faute, que je ne faisais pas assez. Alors j'ai essayé plus fort. Les fleurs, les dîners, les week-ends surprises et la bague. Je pensais que si je lui montrais que j'étais sérieux, que je voulais vraiment construire quelque chose avec elle. Tu pensais qu'un bout de métal allait réparer ce qui était cassé depuis le début? Je ne savais pas que c'était cassé depuis le début, il a murmuré. Nous sommes restés là, dans ce couloir d'hôpital qui sentait le désinfectant. 2 hommes détruits par la même femme pour des raisons différentes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Marc a fini par demander. On? Il n'y a pas de on, Marc. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je rentre chez moi. Tu vas revenir? La voir? Je ne sais pas. Elle a besoin de toi. Non, j'ai répondu fermement. Elle a besoin d'être professionnelle, de thérapie, pas de mien. Je ne suis pas son sauveur. Je ne suis plus rien pour elle. Mais en disant ces mots, je savais que c'était faux. Je n'étais peut-être plus son mari, mais une part de moi serait toujours liée à elle. Que je le veuille ou non. Je suis parti sans me retourner. Le trajet retour était encore plus surréaliste que l'aller. Métro presque vide. Quelques retards de soirée, quelques fêtards éméchés. Le monde normal qui continuait de tourner pendant que le mien venait encore une fois d'exploser. De retour dans mon appartement, il était minuit passé. La bière renversée avait formé une flaque collante sur le parquet. Je l'ai nettoyée mécaniquement. J'avais besoin de faire quelque chose de concret, de tangible. Puis, je me suis assis sur le canapé, dans le noir, et j'ai pensé. 3 jours sont passés sans que je retourne à l'hôpital. 3 jours où chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. 3 jours où je me réveillais en sueur, au milieu de la nuit, l'image de Sophie bandée dans ce lit d'hôpital gravée dans mon crâne. Marc m'a envoyé des messages. Beaucoup de messages. Elle demande après toi. Les médecins veulent lui faire commencer une thérapie, mais elle refuse. Elle ne mange toujours pas. Thomas, s'il te plaît, réponds. Je n'ai pas répondu. Au travail, Paul a fini par me coincer à la pause café du 3e jour. T'es où là?
Il a demandé directement. Tu fais des erreurs dans les calculs. T'oublies la moitié des réunions. Le chef a remarqué. Désolé, j'ai des problèmes personnels. Elle est revenue? Il ne posait jamais de questions, mais il savait. D'une certaine manière, il savait toujours. Pire, elle a essayé de se suicider. Paul a sifflé doucement. Merde. Et elle m'a dit que me quitter était une erreur. Que rester avec lui est une prison. Que tout ça n'était qu'une grosse illusion. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? J'ai regardé mon café. Le liquide brun qui tournait doucement dans le gobelet. Je ne sais pas. De la colère, de la tristesse, du soulagement de savoir que ce n'était pas ma faute. De la culpabilité, parce qu'une partie de moi est contente qu'elle souffre. C'est horrible, non? C'est humain, Paul a dit simplement. Elle t'a détruit. C'est normal de vouloir qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Mais je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'elle en arrive là. Tu vas la revoir? Je ne sais pas. J'ai peur. De quoi? De moi. De ce que je pourrais faire. De ce que je pourrais ressentir. Paul a posé une main sur mon épaule. Tu sais ce qu'on m'a dit après mon divorce? Un psy. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous n'êtes pas obligé d'oublier. Vous êtes juste obligé de décider ce qui est beau pour vous. Alors décide, Thomas. Qu'est-ce qui est beau pour toi? Cette question m'a hanté tout l'après-midi. Qu'est-ce qui était bon pour moi? Le soir, en rentrant, j'ai trouvé quelque chose coincé dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe, mon nom écrit dessus. L'écriture de Sophie. Mon cœur s'est emballé. J'ai monté les escaliers 4 à 4, claqué la porte derrière moi, posé l'enveloppe sur la table, fixé pendant 10 minutes. Finalement, je l'ai ouverte. Une lettre. Plusieurs pages. Son écriture soignée que je reconnaîtrai entre mille. Thomas, il ne sait pas si tu liras cette lettre. Peut-être que tu l'as déjà jetée. Je ne pourrais pas t'en vouloir. Mais il fallait que je t'écrive. Les médecins m'ont dit que ça pourrait m'aider. Exprimer mes sentiments sur papier. Quelle blague. Tu sais ce qui est drôle? Enfin, pas drôle, ironique, horrible. Pendant notre mariage, je me plaignais que tu ne parlais pas assez, que tu gardais tout à l'intérieur. Et maintenant, c'est moi qui ne sais plus comment parler, qui ne sais plus comment exprimer ce chaos dans ma tête. Les médecins me posent des questions. Depuis quand vous sentez-vous déprimé? Qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte? Avez-vous des pensées suicidaires récurrentes? Et je leur réponds avec des mensonges, des demi-vérités. Parce que la vraie réponse est trop humiliante, trop honteuse. La vraie réponse, c'est depuis le jour où je t'ai quitté. Je me sens vide. Ça a commencé doucement. Au début, avec Marc, c'était grisant, nouveau, différent. On se cachait, c'était excitant. Je me disais que c'était ça, l'amour véritable. Cette intensité, cette passion dévorante. Mais après ton départ, quand on s'est vraiment installé ensemble, quelque chose s'est éteint. Comme une bougie qu'on souffle d'un coup. Le noir total. Je me réveillais le matin à côté de lui, et je me demandais qui était cet homme. Ce n'était plus mon complice secret. C'était juste quelqu'un. Quelqu'un qui ronflait, qui laissait ses chaussettes sales par terre, qui mettait trop de sucre dans son café. Tous ces petits défauts qui me semblaient mignons ou sans importance quand c'était interdit sont devenus insupportables quand c'est devenu mon quotidien. Et le pire, Thomas, le pire c'est que j'ai commencé à comparer, lui et toi, constamment. La façon dont tu me regardais le matin, avec ce sourire endormi. Marc me regarde avec intensité, comme s'il essayait de me convaincre qu'on est heureux. La façon dont tu me touchais, avec douceur et respect. Marc me touche comme s'il avait peur que je disparaisse s'il ne me tient pas assez fort. La façon dont on riait ensemble. De rien, les blagues privées, les regards complices. Marc essaie trop. Il force les rires. Il crée des moments qui sonnent faux. J'ai réalisé quelque chose de terrible. Marc est amoureux de l'idée de moi, de la femme qu'il a conquise, de celle pour qui il a trahi son meilleur ami. Mais il ne me connaît pas vraiment. Il ne sait pas que je déteste le bruit des klaxons, que je lis toujours la fin des livres avant de les commencer, que j'ai besoin de 10 minutes de silence le matin avant de pouvoir parler. Toi, tu savais tout ça. 7 ans, ça compte. 7 ans de vie partagée, de moments banals et extraordinaires. On n'a pas besoin de se le prouver constamment qu'on s'aime quand on sait. Et j'ai jeté tout ça. Pourquoi? Pour l'illusion d'une passion. Pour l'herbe qui semble toujours plus verte ailleurs. Tu te souviens de ce dimanche où on était resté au lit toute la journée? Il pleuvait. On avait regardé 3 films d'affilée. Mangé des pizzas froides. Tu avais posé ta tête sur mon ventre et tu t'étais endormi pendant que je te caressais les cheveux. J'y pense souvent.
À ces moments simples, ces moments où j'étais heureuse sans même m'en rendre compte. Marc me propose des week-ends à Barcelone, des dîners dans des restaurants étoilés, des cadeaux coûteux, comme si l'amour se mesurait en billets d'avion et en bouquets de roses. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que j'échangerai tout ça contre un dimanche pluvieux sur notre vieux canapé Ikea avec toi. Mais il est trop tard, n'est-ce pas? J'ai détruit quelque chose d'irréparable. On ne peut pas recoller un vase brisé et prétendre qu'il est comme neuf. Les fissures restent. La confiance, une fois perdue. Le soir où j'ai pris les cachets, on était rentré du restaurant. Marc était tellement heureux. Il parlait de plans pour le mariage, du nombre d'invités, du lieu, de notre voyage de noces. Et moi, je souriais. Je hochais la tête. Je disais oui chérie et bonne idée. Tandis que quelque chose en moi hurlait. Il est parti pour son rendez-vous client, m'a embrassé sur le front, m'a dit « Je reviens vite, ma future femme ». Et quand la porte s'est refermée, le silence est devenu assourdissant. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'ai vu une étrangère, une femme que je ne reconnaissais plus. Comment j'en étais arrivé là? J'ai enlevé la bague. Elle me brûlait le doigt, comme un fer rouge. Les cachets étaient dans l'armoire, des antidépresseurs que le médecin m'avait prescrits il y a 2 mois. Je ne les prenais pas. J'avais trop honte d'admettre que j'avais besoin d'aide. Je les ai sortis, tous, une trentaine de petites pilules blanches. Et tu sais à quoi j'ai pensé avant de les avaler? À toi, à ton visage ce soir-là, quand tu nous as découverts. La façon dont tu es resté figé, comme si on t'avait planté un couteau dans le dos. Je t'ai tué ce soir-là. Peut-être pas physiquement, mais j'ai tué une partie de toi, l'homme qui croyait en l'amour, en la loyauté, en nous. Et maintenant je comprends cette douleur, ce vide, cette sensation de ne plus reconnaître sa propre vie. J'ai avalé les cachets un par un. Ça avait un goût amer, ironique. Je me suis allongé sur le carrelage froid. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu. J'ai attendu que la douleur s'arrête, que les regrets disparaissent, que tout devienne noir et silencieux. Mais Marc est rentré trop tôt. Son client avait annulé. Il m'a trouvé, appelé les urgences, pleuré. Et maintenant je suis ici, vivante, mais pas vraiment. Les médecins me disent que j'ai de la chance, que j'ai une seconde chance. Mais une seconde chance pourquoi? Pour continuer à vivre dans ce mensonge? Pour épouser un homme que je n'aime pas? Pour faire semblant que tout va bien? Thomas, je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande même pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je veux juste que tu saches une chose. Tu n'as rien fait de mal. Rien. C'était moi, ma lâcheté, mon incapacité à apprécier ce que j'avais. Ma peur de la routine, du quotidien, de la normalité. J'ai cherché l'extraordinaire et j'ai perdu l'essentiel. Tu mérites mieux que moi. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui t'apprécie, qui comprend ta valeur. Quelqu'un qui ne détruira pas tout pour un frisson d'adrénaline. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Les médecins veulent me garder encore quelques jours. Ensuite, je ne sais pas. Marc parle de partir quelque part, de recommencer à zéro, comme si déménager allait effacer les problèmes. Peut-être que je vais accepter. Peut-être que je vais enfin trouver le courage de lui dire la vérité. Ou peut-être que je vais continuer à faire semblant jusqu'à ce que ça me tue pour de vrai. Je suis fatigué de me battre, fatigué de mentir, fatigué d'exister. Prends soin de toi, Thomas. Tu le mérites. Sophie. PS, il y a une clé USB dans l'enveloppe. Je l'ai trouvée dans nos affaires quand j'ai déménagé. Des photos de nous. De notre vie d'avant. Je ne sais pas pourquoi je te la donne. Peut-être pour te rappeler que c'était réel. Que tout n'était pas mensonge. Qu'on a été heureux une fois. J'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient. Dans l'enveloppe, effectivement, une clé USB. Je l'ai regardée longtemps. Petit bout de plastique noir qui contenait des années de vie. Notre vie. J'ai allumé mon ordinateur. Inséré la clé. Des centaines de photos. Classées par date. J'ai cliqué sur la première. Notre mariage. Sophie dans sa robe blanche. Moi dans mon costume. On riait. Marc était dans le cadre, à côté, témoin, souriant. Marc. Il était partout sur ces photos. Nos vacances, nos soirées, nos anniversaires. Toujours là. Toujours présent. Quand est-ce que ça avait commencé vraiment? Avant qu'elle me le dise? Est-ce que tous ces regards,
Tous ces sourires dans ces photos cachaient déjà quelque chose. J'ai continué à faire défiler. Chaque image était un coup de poignard. Voilà ce qu'on avait été. Voilà ce qu'on avait eu. Voilà ce qu'elle avait détruit. Une photo en particulier m'a arrêté net. Un selfie de Sophie. Seule, dans notre chambre. Notre ancienne chambre. Elle souriait à l'appareil. Mais ses yeux étaient vides. Comme ceux que j'avais vus à l'hôpital. J'ai vérifié la date. 3 mois avant qu'elle me quitte. Elle était déjà perdue. Et je n'avais rien vu. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Thomas? Une voix de femme. Pas Sophie, plus âgée. Oui, c'est Marianne, la mère de Sophie. Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas parlé à Marianne depuis le divorce. Elle m'avait envoyé un message à l'époque. Cours. Je suis désolé pour ce que ma fille t'a fait. Tu ne méritais pas ça. Marianne, comment? Marc m'a donné ton numéro. Il m'a dit ce qui s'est passé. Je suis à l'hôpital avec elle maintenant. Elle dort. Mais il faut qu'on parle, toi et moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, pas au téléphone, en personne. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses sur Sophie, sur ce qui s'est vraiment passé. Mon cœur battait la chamade. Quelle chose? Pas au téléphone. Elle a répété. Demain, midi, le café en face de l'hôpital. Tu connais? Oui, j'y attendrai. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce que je savais déjà? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder les photos, à lire et relire la lettre, à essayer de comprendre. Mais plus j'essayais, moins j'y arrivais. Le lendemain, j'ai pris ma matinée. Rendez-vous médical, j'ai dit à mon chef. Pas tout à fait un mensonge. Le café, en face de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, était un de ces endroits anonymes. Néon blanc, table en formica, café médiocre, mais discret, parfait pour les conversations difficiles. Marianne était déjà là, assise au fond. Elle avait vieilli, beaucoup, ses cheveux gris, son visage marqué par l'inquiétude. Thomas, elle s'est levée, a hésité, puis m'a serré dans ses bras. J'ai été pris au dépourvu. Je suis resté raide. Désolé, elle a dit en se rasseyant. Je suis contente de te voir, même dans ces circonstances. Je me suis assis en face d'elle. Vous vouliez me parler? Oui. Il faut que tu saches certaines choses. Des choses que Sophie ne te dira jamais. Peut-être parce qu'elle ne les comprend pas elle-même. Je vous écoute. Marianne a pris une longue inspiration. Ses mains tournaient la tasse de café devant elle. Sophie a toujours eu des problèmes, depuis petite. Rien de grave au début. Juste une certaine instabilité émotionnelle. Des hauts très hauts, des bas très bas. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Laisse-moi finir. Sa voix était douce mais ferme. Quand elle avait 16 ans, elle a fait sa première tentative. On était en vacances. Elle s'est ouverte les veines dans la salle de bain de l'hôtel. Le monde s'est arrêté. Quoi? On l'a trouvée à temps. On l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont parlé de dépression, d'anxiété, de troubles possiblement bipolaires. Ils voulaient la mettre sous traitement, faire un suivi. Pourquoi elle m'a jamais dit ça? Parce qu'elle avait honte. Parce qu'elle voulait être normale. Parce que son père et moi, on n'a pas géré ça comme il fallait. On a minimisé. On a dit que c'était l'adolescence. Les hormones, le stress du lycée. Marianne a bu une gorgée de café. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a eu d'autres épisodes. En fac, après son premier grand chagrin d'amour. À chaque fois qu'elle se sentait abandonnée ou rejetée. Mais elle refusait l'aide. Refusait d'admettre qu'elle avait besoin de soutien. Et moi, pendant nos 7 ans ensemble, tu la stabilisais. Tu étais son ancre. Avec toi, elle allait bien. Vraiment bien. C'est pour ça que j'étais si heureuse quand elle t'a épousée. Je me disais qu'elle avait trouvé sa paix. Alors pourquoi? Pourquoi elle m'a quitté si j'étais sa stabilité? Marianne m'a regardé dans les yeux. Son regard était triste. Infiniment triste. Parce que les gens comme Sophie, ils sabotent ce qui est bon pour eux. Ils ont peur du bonheur, peur de la stabilité. Une partie d'eux croit qu'ils ne le méritent pas. Alors ils détruisent tout avant que ça ne puisse leur être enlevé. C'est de la psychologie de comptoir, ça. Peut-être, mais c'est la vérité. Sophie t'aimait. Elle t'aime encore. Mais quelque chose en elle a eu peur. Peur de la routine. Peur de devenir comme ses parents. Peur de perdre sa jeunesse, sa liberté. Alors elle a choisi Marc. Elle a choisi le chaos. Marc représentait l'excitation, le danger.
l'interdit, tout ce qui était l'opposé de la vie stable qu'elle avait avec toi. Et maintenant elle réalise qu'elle s'est trompée. Mais c'est trop tard. Elle est piégée dans ses propres choix. Et ça la détruit. J'ai passé une main dans mes cheveux. C'était trop d'informations. Pourquoi vous me dites tout ça? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. Je veux juste que tu comprennes, que tu ne passes pas le reste de ta vie à te demander ce que tu as fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, Thomas. Sophie est malade. Elle a besoin d'aide professionnelle. Pas d'un nouveau partenaire, pas d'une bague de fiançailles, d'une vraie thérapie. Et Marc? Marianne a ri, un rire sans joie. Marc est perdu. Il essaye de la sauver en lui offrant l'amour qu'il pense qu'elle veut. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et Sophie, elle ne veut pas vraiment vivre. Pas encore. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Absolument rien. C'est son combat, pas le tien. Tu as déjà assez souffert à cause d'elle. Elle a sorti une enveloppe de son sac, l'a posée sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? Des lettres que Sophie écrivait dans son journal intime, pendant votre mariage. Je les ai trouvées quand je l'ai aidée à déménager. Elle ne sait pas que je les ai prises. Je ne peux pas lire ça. Tu dois, pour comprendre, pour fermer ce chapitre une bonne fois pour toutes. J'ai fixé l'enveloppe sans la toucher. Lis-les, ou ne les lis pas. C'est ton choix. Mais moi, je devais te les donner. Tu mérites de savoir toute la vérité. Marianne s'est levée, a posé quelques euros sur la table pour les cafés. Prends soin de toi, Thomas. Tu es quelqu'un de bien. Ne laisse pas cette histoire te définir. Elle est partie, me laissant seul avec l'enveloppe qui contenait des secrets que j'étais pas sûr de vouloir connaître. Je suis resté assis dans ce café pendant 1 heure. L'enveloppe devant moi, intacte, comme une bombe qui n'attend que d'être désamorcée. Finalement, je l'ai prise. Je suis sorti. J'ai marché jusqu'à un petit parc à quelques rues de là. Un banc isolé. Juste moi, les arbres et ces lettres. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient. 5 lettres, manuscrites, datées. La première, 15 mars, 6 mois avant qu'elle me quitte. Aujourd'hui, Thomas m'a dit qu'il m'aimait, comme il le fait tous les jours. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Juste du vide. C'est horrible. Comment on peut arrêter de ressentir quelque chose du jour au lendemain? Ou peut-être que c'était progressif et que je viens juste de le réaliser. Je le regarde et je vois un étranger. Un homme gentil, attentionné, qui m'aime. Mais je ne suis plus là. Une partie de moi est partie ailleurs. Je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi. J'ai juste envie de fuir, de tout recommencer, d'être quelqu'un d'autre. 2e lettre, 2 mai, 4 mois avant. Marc est passé ce soir. Thomas travaillait tard. On a bu du vin. On a ri. J'ai oublié quand j'avais ri comme ça pour la dernière fois. Marc me regarde différemment. Pas comme Thomas. Pas avec cet amour calme et sûr. Marc me regarde avec du désir, de l'intensité. Ça me fait peur. Et ça m'excite en même temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne peux pas juste être heureuse avec ce que j'ai? Pourquoi il faut toujours que je veuille ailleurs? 3e lettre. 18 juin, 2 mois avant. Marc m'a embrassé aujourd'hui. Je ne l'ai pas arrêté. J'aurais dû le gifler, le repousser, lui dire que non, que c'est Thomas mon mari, son meilleur ami. Mais je n'ai rien fait. J'ai laissé faire. J'ai même répondu au baiser. Et après, dans ma voiture, j'ai pleuré pendant 1 heure. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir le genre de personne que je déteste. Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est comme une drogue. Cette adrénaline, ce frisson. Mes mains serraient le papier si fort qu'il se froissait. Je voulais arrêter de lire, mais je ne pouvais pas. 4e lettre, 5 août, quelques semaines avant. Thomas a proposé qu'on essaie d'avoir un bébé. Il avait les yeux brillants. Tellement d'espoir, tellement de plans pour notre avenir. Et moi, tout ce que je pouvais penser c'est, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas créer une vie avec lui, alors que je suis en train de détruire la nôtre. J'ai dit que ce n'était pas le bon moment. Qu'on devrait attendre. Il a eu l'air déçu, mais il a compris. Il comprend toujours. Et c'est ça le problème. Il est trop bien, trop patient, trop tout. Et moi je suis pourri de l'intérieur. Je mérite Marc, pas lui. Un bébé, elle m'avait dit qu'elle voulait attendre. J'avais cru que c'était pour sa carrière, pour ses études. Pas parce qu'elle couchait déjà avec mon meilleur ami. 5e lettre. 20 août, 1 semaine avant qu'elle me quitte. J'ai pris ma décision. Je vais lui dire. Je vais quitter Thomas. Ça va le détruire, je le sais. Mais rester serait pire. Rester serait mentir tous les jours. Et je ne peux plus porter ce poids. Marc dit qu'on pourrait être heureux ensemble, qu'on s'aime vraiment, que c'est de l'amour véritable. Pas comme ce truc confortable et ennuyeux que j'ai avec Thomas.
Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je confonds amour et habitude. Peut-être que l'amour est censé être intense, passionné, dévorant, pas doux et prévisible. Thomas survivra. Il est fort. Il trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux que moi, quelqu'un qui mérite sa gentillesse. Moi, je mérite le chaos. J'ai replié les lettres lentement. Mes yeux étaient secs. Plus de larmes. Plus rien. Juste une clarté glaciale. Elle avait tout planifié. Ce n'était pas un accident. Pas un moment de faiblesse. C'était un choix délibéré. Semaine après semaine. Mensonge après mensonge. Et Marc n'était pas juste tombé amoureux. Il avait activement poursuivi ma femme. Lui avait dit que ce qu'on avait était ennuyeux. Avait empoisonné son esprit contre notre mariage. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc. S'il te plaît, viens. Elle refuse de manger. Elle refuse de parler. Tu es le seul qui peut l'aider. Je l'ai fixé. Ce message pathétique, cette supplication, et quelque chose en moi s'est cristallisé. Je suis retourné à l'hôpital. Pas parce que Marc me le demandait. Pas parce que Sophie avait besoin de moi. Mais parce que j'avais besoin de fermer ce chapitre. Pour de bon. J'ai monté les escaliers. Couloir familier maintenant. Chambre 412. Marc était dans le couloir affaissé contre le mur. Il a levé les yeux en me voyant. De l'espoir sur son visage. Thomas, tu es revenu. Merci. Merci, Tais-toi. Le ton de ma voix l'a arrêté net. Je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour elle. Je suis venu pour moi. Je ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. J'ai poussé la porte de la chambre. Sophie était assise dans le lit regardant par la fenêtre. Elle s'est tournée vers moi. Thomas, j'ai lu les lettres. Son visage est devenu blanc. Quelle lettre? Celle de ton journal. Celle où tu racontes comment tu as tout planifié. Comment Marc t'a convaincu que notre mariage était ennuyeux. Comment tu as délibérément choisi de me trahir. Encore et encore. Ma mère, elle n'avait pas le droit. Elle avait tous les droits. Parce que toi, tu ne m'aurais jamais dit la vérité. Marc était entré derrière moi. De quoi vous parlez? Je me suis tourné vers lui. Tu veux savoir? Tu veux savoir ce que ta précieuse Sophie écrivait pendant que tu la persuadais de me quitter? Thomas, non, Sophie a commencé. Qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Que tu lui disais que j'étais ennuyeux, prévisible, que vous vous moquiez de notre mariage. Marc a regardé Sophie. C'est vrai? Elle n'a rien dit, ce qui était une réponse en soi. Sophie, Marc a insisté, la voix tremblante. C'était différent à l'époque. J'étais confuse, Confuse? Marc a ri. Un rire amer. Tu étais confuse? Pendant 6 mois? Pendant que tu planifiais de quitter ton mari pour moi? Ne me sais pas la morale maintenant. Sophie a répliqué, soudain acide. Tu étais d'accord. Tu étais même enthousiaste. Tu me disais que Thomas ne me méritait pas. Que tu me rendrais plus heureuse. Parce que je t'aimais. Parce que je croyais que tu m'aimais aussi. Et je t'aimais. À ma façon. À ta façon? La voix de Marc montait. C'est quoi ta façon, Sophie? Utiliser les gens jusqu'à ce que tu t'ennuies? Détruire des vies pour ton petit frisson d'adrénaline? Va te faire foutre, Marc. Non, c'est toi qui vas te faire foutre. J'ai tout sacrifié pour toi. Mon meilleur ami, ma réputation, ma tranquillité d'esprit. Et pourquoi? Pour une femme qui rêve de son ex toutes les nuits? Qui essaye de se suicider plutôt que de m'épouser? Le silence est tombé. Lourd, étouffant. Sophie pleurait maintenant. Pas délicatement. Des sanglots violents qui secouaient tout son corps. Je suis désolé. Elle a hoqueté. Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout. Pour Thomas. Pour toi. Pour moi. Tes excuses ne changent rien. J'ai dit calmement. Elles ne ramèneront pas l'année que j'ai perdue. Elles ne répareront pas la confiance que tu as brisée. Je me suis approché du lit. Sophie a levé les yeux vers moi, le visage ravagé par les larmes. Tu sais ce qui est drôle? Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Comment j'avais pu rater les signes? Comment j'avais pu te perdre? Thomas, mais c'était pas moi le problème. C'était toi, ta peur du bonheur, ta recherche constante de quelque chose de plus excitant, ta conviction que tu ne mérites pas la paix. J'ai sorti les lettres de ma poche, les ai posées sur le lit. Ta mère avait raison. Tu es malade, Sophie. Pas physiquement, mentalement. Et tant que tu ne l'accepteras pas, tant que tu ne chercheras pas vraiment de l'aide, tu continueras à détruire tout ce que tu touches. Qu'est-ce que je suis censé faire? Sa voix était minuscule. Briser. Accepter la thérapie. Prendre les médicaments. Faire le travail. Pas pour moi. Pas pour Marc. Pour toi. Je me suis tourné vers Marc. Et toi, tu dois arrêter d'essayer de la sauver. Tu ne peux pas. Personne ne peut. Sauf elle. Marc était appuyé contre le mur, tête baissée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On? Il n'y a plus de on. Il n'y en a jamais vraiment eu.
Tu vas juste partir? Comme ça? Exactement comme ça. Et nous? Sophie a demandé. Tu vas nous pardonner un jour? J'ai réfléchi, longtemps, les regardant tous les deux. Ces deux personnes qui avaient été les plus importantes de ma vie. Ces deux personnes qui m'avaient brisé. Non, j'ai fini par dire. Je ne vous pardonnerai jamais. Mais je ne vais plus vous haïr non plus. Parce que la haine demande de l'énergie. Et je ne veux plus gaspiller mon énergie sur vous. Thomas, s'il te plaît. Sophie a tendu la main vers moi. Je me suis reculé. Ne me touche pas. Ne me contacte plus. Ne m'appelle plus. On est fini. On l'a toujours été depuis cette soirée. Mais tu es venu, elle a insisté. Tu es venu quand j'avais besoin de toi. Ça veut dire quelque chose, non? Ça veut dire que je suis humain. Que malgré tout, une partie de moi se soucie encore. Mais cette partie est morte maintenant. Tu l'as tuée avec ces lettres, avec la vérité. Je me suis dirigé vers la porte. Thomas, Marc m'a appelé. Je me suis arrêté sans me retourner. Est-ce qu'on aurait pu réparer notre amitié? Un jour? Non, on n'a jamais été vraiment amis. Les vrais amis ne font pas ça. Je suis sorti, dans le couloir, vers les ascenseurs. Chaque pas était plus léger que le précédent. Derrière moi, j'entendais Sophie pleurer. Marc criait. Leurs voix se mélangeaient dans un chaos qui ne me concernait plus. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré, appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Juste avant que les portes se referment, Marc est apparu dans le couloir. Il a couru vers moi. « Attends, attends !» Les portes se sont fermées. Son visage a disparu. Je suis descendu. 6 mois plus tard, le soleil se levait sur Paris. J'étais sur mon balcon, café à la main. Un nouveau balcon, un nouvel appartement. Dans le Marais cette fois. Plus petit que l'ancien, mais lumineux, avec une vue sur les toits. Mon téléphone a sonné. Julie. On se voyait depuis 3 mois. Rien de sérieux encore. On prenait notre temps. Elle savait pour Sophie, pour Marc, pour tout. Et elle ne me jugeait pas. « Salut toi !» j'ai répondu. « Salut, tu es réveillé tôt ?»« Ouais, impossible de rester au lit avec ce soleil. »« Ça te dit un brunch ? Je connais un endroit sympa vers Bastille. »« Avec plaisir. » On a raccroché. J'ai bu une gorgée de café. Regardez la ville qui se réveillait. Les gens qui commençaient leur journée. L'Asie y continuait. Mon téléphone a vibré. Un email de l'avocate Sophie. « Monsieur Mercier, je vous informe que le divorce entre Sophie Durand et Marc Leblanc a été prononcé hier. Madame Durand m'a demandé de vous transmettre qu'elle suit une thérapie intensive depuis 4 mois et qu'elle va mieux. Elle ne vous demande rien, juste que vous sachiez qu'elle travaille sur elle-même. Cordialement. » J'ai lu l'email 2 fois, puis je l'ai supprimé. Bien pour elle si elle allait mieux, vraiment, mais ça ne me concernait plus. Paul m'avait dit un truc la semaine dernière, autour d'une bière après le boulot. Tu sais comment on sait qu'on a vraiment tourné la page? Quand les nouvelles de l'ex ne provoquent plus rien. Ni joie, ni tristesse, ni colère, juste de l'indifférence. Et c'était exactement ce que je ressentais. De l'indifférence. Sophie et Marc avaient été ma vie. Puis ma destruction. Et maintenant? Maintenant, ils étaient juste personnes. 2 personnes qui avaient croisé mon chemin, qui m'avaient blessé et que j'avais laissé derrière. J'ai regardé ma montre. 9h30. Julie m'attendait à 11h. J'ai fini mon café, suis rentré, me suis préparé. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu un homme différent de celui d'il y a 1 an. Plus fort, plus sage, avec des cicatrices, oui, mais des cicatrices guéries. En sortant de l'immeuble, j'ai croisé ma voisine, Madame Chen. Elle arrosait ses plantes sur le palier. « Bonjour Thomas, vous avez l'air en forme aujourd'hui. »« Bonjour Madame Chen, oui, je me sens bien. C'est important de se sentir bien. La vie est trop courte pour être malheureux. »« Vous avez raison. » Elle m'a souri. Un sourire simple, chaleureux. J'ai descendu les escaliers. Dehors, Paris était magnifique. Le printemps explosait partout. Les terrasses se remplissaient. Les gens riaient. Mon téléphone a vibré encore. Un message. « Marc, Thomas, je sais que tu as dit de ne plus te contacter. Mais il fallait que tu saches. Sophie et moi, c'est fini. Elle est internée volontairement pour 6 mois. Elle va mieux, mais le chemin est long. Moi, je déménage à Lyon. Nouveau boulot, nouveau départ. Je voulais juste te dire merci pour avoir dit la vérité ce jour-là. Tu nous as sauvés en nous détruisant. Je sais pas si tu comprendras, mais merci. Prends soin de toi, frère. Frère, ce mot qui autrefois signifiait tout. Maintenant, il ne signifie rien. J'ai regardé le message longtemps,
Puis j'ai tapé une réponse. Courte, définitive. Je ne suis pas ton frère. Je ne l'ai jamais été. Mais je te souhaite d'être heureux. Vraiment. On mérite tous une seconde chance. Même toi, même elle. Adieu, Marc. J'ai appuyé sur envoi, puis j'ai bloqué son numéro. Voilà. C'était fini. Vraiment fini. Pas de colère, pas de regret. Juste la fin d'un chapitre. Et le début d'un autre. Julie m'attendait devant le café. Elle portait une robe jaune. Elle souriait. Désolé, je suis un peu en retard, j'ai dit. T'inquiète, j'ai pris une table en terrasse. Il fait trop beau pour rester à l'intérieur. On s'est assis, commandé. Elle m'a parlé de son week-end, de son nouveau projet au boulot, de ses parents qui venaient lui rendre visite la semaine prochaine. Des choses normales, simples, vraies. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais présent, complètement présent. Pas dans le passé, pas dans mes regrets, pas dans ma colère. Juste là, dans ce moment, avec cette femme, sous ce soleil, vivant. À quoi tu penses? Julie a demandé. À rien, j'ai répondu. Et c'était vrai. Absolument à rien. Elle a souri. Tant mieux. C'est bon de penser à rien parfois. Marianne s'inquiétait pour sa fille. Mais ici, sur cette terrasse, avec ce café, cette femme, ce soleil, ici, j'étais libre. Ils m'avaient supplié de les aider. Et je leur avais donné la seule chose qui pouvait vraiment les aider. La vérité. Une vérité brutale qui les avait détruits. Mais qui peut-être les reconstruirait. Quant à moi, je n'étais plus l'homme détruit d'il y a un an. J'étais Thomas Mercier, 34 ans, ingénieur, vivant à Paris. Et pour la première fois depuis très longtemps, heureux, vraiment heureux.